Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Blandine. Nous nous retrouvons donc pour un nouvel entretien d'actualité politique pour la revue Militant pour le mois de décembre 2018. Et ce soir, nous allons aborder un thème d'actualité nationale, la révolte des Gilets jaunes et la censure du net français. Alors plus en détail, on va voir la révolte sociale, puis la réaction gouvernementale, le pacte de Marrakech, l'attentat de Strasbourg et la censure de plusieurs sites internet français. Alors dites-nous, Monsieur Grandillon, ce bras de fer entre le gouvernement et la révolte populaire des Gilets jaunes. Alors effectivement, ce mouvement qui s'est déclenché à propos de taxes sur l'essence a surpris tout le monde par son ampleur. Mais je ne vous dirai pas que ce mouvement n'était pas attendu depuis longtemps, car depuis de nombreuses années, les Français sont de plus en plus écrasés de taxes, de réglementations de toutes sortes. Et jusqu'à présent, personne, ou presque, ne réagissait, presque personne ne bougeait, ce qui est un petit peu contraire à la tradition française, où, comme l'a dit d'ailleurs Macron, le français est râleur, indiscipliné, enfin bref, le Gaulois d'Astérix, quoi. Et effectivement, ce mouvement finalement est le bienvenu, il montre que le peuple français n'est pas mort, qu'il veut vivre. Mais il faut bien voir que si le mouvement est né d'un problème de taxes, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase, et cette affaire arrive après une accumulation de problèmes, de difficultés de la société française qui ont au moins 40 ou 50 ans. On pourrait, sans vouloir remonter aux origines, enfin en gros, il y avait déjà la crise pétrolière, puis après surtout l'arrivée au pouvoir de la gauche avec Mitterrand, qui est allé de pair avec l'ouverture des frontières, donc la mise en compétitivité internationale de l'économie française. La politique du franc fort pour coller au Deutschmark et pour pouvoir arriver à faire entrer la France dans l'euro, c'était la volonté de Mitterrand. Il pensait qu'en faisant accepter l'euro aux Allemands, la France pourrait les tenir. Bon, c'était un calcul un petit peu curieux, dans la mesure où l'Allemagne, en gros, c'est un poids lourd de 130 kg, et puis la France, un poids léger de 80 kg. Quand le poids lourd de 130 kg avance, le poids de 80 kg peut tout juste le freiner, mais il ne le fera pas changer de direction. Alors, il est vrai que cette politique du franc fort, à partir des années 90, notamment avec Bérégovoy, quand il était ministre de l'économie et des finances, a fortement entravé l'économie française. Un homme qui s'est suicidé, là. Enfin, il y a eu une affaire. Oui, il y a une affaire assez curieuse de suicide sur le bord du canal latéral à la Loire, là-bas. Une affaire très curieuse. Enfin bon. Avec Mitterrand, il y a eu pas mal d'affaires très curieuses. L'affaire de Broussouvre, il y a eu pas mal de choses. À commencer par l'attentat de l'Observatoire. Le faux vrai attentat de l'Observatoire. Et donc, progressivement, l'économie française, qui s'était extrêmement développée après la guerre, avec la planification indicative qui avait été mise en place donc après la guerre, avec les plans de développement, a commencé à perdre des pans entiers de ces secteurs d'activité. On a perdu la sidérurgie, on a perdu la machine-outil, on a perdu plein de choses, alors que déjà on était en situation de fragilité par rapport à des pays comme l'Allemagne. Parce qu'en général, on a toujours été dans ces secteurs-là, comme la machine-outil, dans le milieu de gamme. Donc à partir de ce moment-là, dès que les frontières étaient ouvertes et qu'il y avait d'autres pays qui produisaient à peu près la même chose et avec des salaires moindres, il est évident que l'industrie française allait perdre. Le textile, c'est la même chose.
Ça a provoqué du chômage, d'ailleurs, même dans les années 80, ça a commencé, ces Oui, histoires oui, de oui. problématiques de chômage. Voilà, Progressivement. progressivement. Et dans le même temps que la France perdait donc, en gros sa substance industrielle, on a aggravé le poids de l'État. On a multiplié les structures administratives locales, régionales. La fameuse régionalisation de fer, ça avait coûté au bas mot, rien que pour sa mise en place, plus de 60 milliards de francs de l'époque. Donc c'est un coût énorme, un alourdissement sur la société. Vous avez eu ensuite la multiplication donc, de toutes ces structures, l'embauche de nombreux fonctionnaires territoriaux. Dans les années 1980, il y en avait 700 000 000. Maintenant, je crois qu'il y en a plus de 2 millions. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Bon. Et en contrepartie, on n'a pas plus de services, le pays ne fonctionne pas mieux. Il y a eu, dans le même temps, et ça c'est un sujet tabou quasiment dans la révolte des Gilets jaunes actuelle, c'est la question de l'immigration. La question de l'immigration nous coûte énormément. Vous avez eu le rapport Milos, vous avez eu différentes tentatives d'évaluation. Là encore, ça se chiffre à 50-60 milliards d'euros, c'est énorme. Alors ces chiffres-là sont évidemment contestés par les circuits officiels, mais ils n'arrivent jamais à donner de véritable réfutation. Donc vous avez toute cette accumulation de problèmes qui est arrivée, d'autant plus que progressivement, on a, non pas démantelé totalement, non, mais on a entamé le système de protection sociale qui existait en France et qui a entraîné la précarisation d'un nombre croissant de Français. Ça va de pair avec la fiscalisation et tout ça, quoi. Et de personnes, oui, ça va de pair avec l'augmentation de la fiscalisation. Vous avez, à partir des années 2000, des années 2000, vous avez ensuite une augmentation du coût de l'immobilier extrêmement important dans les grandes villes, qui a empêché l'accession à la propriété d'un grand nombre de personnes dans les villes et qui les ont jetées à la périphérie, dans les banlieues éloignées. C'est d'ailleurs l'objet des livres du géographe Christophe Guilluy, là, dont on parle un peu plus en ce moment, parce que déjà depuis quelques années, il avait vraiment montré la fracture sociale entre, disons, 20% de la population qui profite de la mondialisation, enfin disons du développement international, et les 80% d'autres qui en souffrent. D'ailleurs, on retrouve ça dans l'élection de Macron. Macron, en gros, il a été élu avec 20-25% des électeurs. Il est élu par cette minorité de gens qui profitent et qui, surtout maintenant, ignorent le reste du peuple. Ignorent le reste du peuple. Donc vous avez tout... méprise et... Voilà. Les gens qui vivent en province, qui vivent éloignés, ont des charges et des coûts de vie beaucoup plus élevés qu'auparavant. Ne serait-ce qu'il faut une voiture pour aller au travail. Maintenant, on vous oblige presque à avoir un téléphone, un smartphone ou autre. On vous oblige d'avoir des ordinateurs. Toutes ces choses-là, ça coûte cher. Toutes ces choses-là, ça coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, sans vouloir entrer dans des calculs de statistiques ou autres, il suffit de voir. Dans les années 50-60, jusqu'au début des années 70, un ouvrier, il était souvent seul à travailler, sa femme restait à la maison, et ces gens-là arrivaient à s'acheter une maison et à partir en vacances. Avoir des enfants. Ouais. Avoir des enfants, deux, trois enfants. On pouvait tenir plus facilement sur un seul salaire. On pouvait tenir beaucoup plus facilement sur un seul salaire. J'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi, des ouvriers qualifiés. Je ne parle pas du manœuvre qui, lui, a toujours eu des difficultés. Quoiqu'il y avait des manœuvres qui savaient retrousser les manches et puis qui, à la force du poignet, travaillant le soir, arrivaient à se construire leur maison. Mais dans l'ensemble, un ouvrier qualifié ou un employé moyen, avec un seul salaire, il pouvait faire vivre correctement une famille. Après, vous avez eu 2 salaires dans les familles pour essayer de faire vivre tout le monde à peu près correctement. Et puis maintenant, avec 2 salaires, les gens ne s'en sortent plus.
les conditions de vie ont totalement changé et il y a un appauvrissement général des gens. Alors on va vous dire, oui, vous vous rendez compte, vous avez la voiture, vous avez ci, oui. Et ce sont des charges énormes. On est sur la descente en fait. Et voilà, donc les gens ont des frais fixes de plus en plus lourds. Vous avez les taxes qui n'arrêtent pas de se multiplier un petit peu partout. Bon, vous prenez les impôts locaux. Les impôts locaux, avec cette augmentation du personnel territorial, eh bien, ils ont doublé, triplé en quelques années. Je me souviens toujours, entre 78, 79 et 82, 83 déjà, les impôts locaux dans ma ville, où j'habitais alors, ont triplé. J'étais tout jeune, mais je me souviens très bien de la situation. En 3-4 ans, ils avaient triplé. Parce que dans la commune, on avait créé un tas d'associations, on avait embauché du personnel pour ci, pour ça, et autres. En gros, c'était le traitement social du chômage. Mais ces gens qui sont payés, disons, sur le budget de l'État et sur les impôts, ne créent aucune richesse. Alors vous avez une redistribution qui est certes extrêmement importante en France, qui est sûrement beaucoup plus importante que dans les autres pays, mais ça ne crée aucune richesse dans le pays. À cela est venu s'ajouter dans l'exaspération pour les gens, c'est la multiplication des réglementations, des contraintes, des obligations. Si c'est pas quelque chose de tout simple. Aujourd'hui, si vous voulez vendre votre maison pour aller ailleurs, il faut faire une expertise sur l'amiante, une expertise sur le plomb, une expertise sur... Voyez-vous, vous avez une multiplication d'obligations qui sont à votre charge. Après, vous avez différents contrôles sur ceci, sur cela. Sur les automobiles, bon, vous avez un contrôle technique. Je conçois très bien qu'il y avait tellement de voitures qui roulaient de briquet de broc qu'il fallait mettre un peu d'ordre. Je comprends très bien. Mais après, on va vous embêter parce que vous avez un petit clignotant qui est abîmé, parce que vous avez une carrosserie qui est un petit peu enfoncée. Enfin, et les prochains contrôles qui veulent mettre en place là, à partir du 1er janvier, ça va devenir une affaire terrible. Vous avez des gens qui ont des voitures en état de fonctionner, mais qui, normalement, s'ils continuent à rouler, vont être hors la loi, pour cette raison. Donc vous avez toutes ces choses-là qui s'accumulent et qui font que, jusqu'à présent, les gens subissaient, maugréaient, encaissaient. Et il a fallu cette augmentation inopinée de taxes pour que ça passe au-dessus. Mais, à mon avis, la taxe sur l'essence a été précédée de quelque chose d'extrêmement important, qui est passé inaperçu apparemment pour le gouvernement, mais c'est le passage de 90 km/h à 80 km/h. Bon, ça j'ai bien vu, quand fin juin, début juillet et autres, j'ai vu les gens, non, ça ne peut plus durer, il y en a marre de leur truc. Hein. Les radars ont commencé à être cassés massivement. Et là, vous avez des radars qui ont commencé à être cassés, occultés, en très grand nombre. Dans les Vosges, par exemple, la fronde a commencé très tôt, juillet-août. Hein. Et dans d'autres régions aussi, mais enfin, je parle des Vosges parce que je connais un peu mieux. C'est vrai que ce sont des petites prémices au mouvement qui arrive en novembre. Quoi. Voilà. Et toutes ces informations-là ne sont quasiment jamais passées dans la presse nationale. Je dis dans la presse locale, vous pouviez les trouver, mais on en parlait très peu. Mais vous aviez déjà un début de jacquerie, les gens n'en voulaient plus. Et là, dernièrement, parce que avec cette crise des Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de parcourir un petit peu la France, pour différentes raisons. Et je me suis rendu, en discutant avec les gens, eh bien, alors oui, effectivement, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Oui, ça devient de plus en plus difficile à vivre. Effectivement, ils en ont marre des contrôles, des réglementations de toutes ces choses-là. Mais le fait de ne pas pouvoir rouler, le fait d'avoir tous ces contrôles à droite à gauche et ces amendes, qui est le tiroir caisse que représentent les radars pour l'État, là, ça ne passe plus. Ce fameux contrôle technique qui est renforcé, qui veut le mettre en place, les gens disent non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et apparemment, pour l'instant, le gouvernement n'a toujours pas entendu ce fond de l'affaire. Il parle d'argent, mais le fond du problème est ailleurs. Alors, il s'est passé, en plus, il y a eu cette révolte concernant l'augmentation indue et stupide des taxes sur le pétrole, l'essence, le gazole et tout ce que vous voulez.
Mais le gouvernement, si sur le coup, il avait compris qu'il fallait suspendre cette mesure ou l'annuler tout simplement, peut-être que le mouvement se serait plus ou moins éteint. Mais seulement, il a choisi d'ignorer avec sa superbe, avec son arrogance, avec son mépris, l'essentiel des Français. Et je peux vous dire que déjà, le fait que Macron, ayant été très mal élu, donc il n'était pas l'élu de la majorité des Français, avec ses comportements, son arrogance, ainsi que tous ceux de son équipe et tous ceux de la classe politique en général, ont fait que les gens, finalement, ont développé une aversion contre le régime, et je peux même vous dire maintenant, une haine. Mais une haine, pour certains, qui est prête à aller à l'assassinat, au meurtre. Voilà, si le gouvernement ne veut pas entendre ça, combien de personnes m'ont dit Macron, il finira au bout d'une pique. Alors, si le gouvernement n'entend pas ce genre de choses, rien ne sera réglé. Et d'ailleurs, peut-il régler quelque chose? Oui, surtout qu'il n'est pas responsable de tout, mais il arrive à un moment où ça s'aggrave et en plus il contribue à ces... Et justement, là, on arrive à un moment où le système est en bout de course. C'est ça. Oui. Le système est en bout de course et en plus vous avez un président qui, à la différence de ses prédécesseurs, ne sait pas avoir cette empathie réelle ou feinte vis-à-vis du peuple. Bon, vous aviez un Chirac qui tapait le cul des vaches. Ça passait mieux. Quelqu'un qui passait à serrer les poignées de main un peu partout, ça passait mieux. Même Hollande, avec sa mine réjouie, ils avaient un côté sympathique. Ils avaient un côté sympathique que Macron, haut fonctionnaire, qui ne s'est peut-être même pas comme en plein d'un clou, qui n'a peut-être jamais été visiter une étable sauf pendant sa campagne électorale, n'a pas. Et alors, donc, à ce moment-là, vous avez une cristallisation qui se produit. Puis en plus, il y a la réaction de la police du gouvernement qui est très brutale. Quelquefois, c'est même la police qui cherche les manifestants. Oui. Donc ça aussi, ça a contribué à décrédibiliser un peu les choses. Il est sûr que les émeutes, enfin la casse qu'il y a eu au 1er décembre n'aurait sûrement pas eu lieu de cette manière-là si la police avait agi différemment. Sur ordre d'ailleurs de Castaner, qui, lorsqu'on connaît son passé, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, n'est pas tout à fait un personnage a priori recommandable, avec son passé marseillais. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ami avec un mafieux assassiné en 2017. Oui. Voilà, donc, et les gens, tout ça, petit à petit, le savent. Donc vous avez un gouvernement qui a peut-être une légalité, parce que tout gouvernement a une légalité, mais il n'a plus de légitimité, si toutefois il en a une, et surtout il n'a plus de crédibilité. La légitimité, c'est d'ordonner la société au bien commun, donc oui. Là, voilà, donc là, non. Là, ça fait un peu... Et même, vous aviez, au XIXe siècle, vous aviez une bourgeoisie qui avait un mépris total du peuple. Je ne sais pas si... il y avait un dessin de Daumier qui circulait au moment de la crise de 1846. Vous voyez un pauvre qui était assis par terre, en haillons, et qui tendait une sébille, et qui disait « j'ai faim ». Et vous aviez le bourgeois bien repu avec son chapeau haut de forme qui passait à côté de lui et dit « Eh bien mon ami, faites comme moi, prenez la peine d'aller manger ». Ça représentait les... Mais seulement, à l'époque, la classe dirigeante avait quand même une vision d'un destin commun avec l'ensemble de la population. C'était des gens qui avaient une foi dans la France, républicaine ou pas, mais ils avaient une vision de la France. Et l'ensemble du peuple communiait dans cette communauté de destin. Alors que là, c'est plutôt une vision d'ensemble mondialiste et ils essayent de faire communier une certaine bourgeoisie avec eux, mais ça... Voilà. Tandis que là, ce qu'on appelle les élites, ou qui sont des pseudo-élites, des pseudo-élites françaises, disons, ne sont plus françaises dans la tête. Leur visée va à l'encontre du peuple français. Alors on parle de l'anti-France, mais là bon, l'anti-France, pourquoi? Parce que la République, à son origine, elle est d'anti-France puisqu'elle rejette le christianisme et c'est une ère nouvelle qui commence, du passé faisons table rase.
Mais là, c'est Mais- même une post-France. Mais oui. là, c'est une post-France, c'est la négation de la France. C'est la négation de la France. Donc, vous avez une classe dirigeante qui ne représente même plus les intérêts du pays, qui ne communie même plus dans la communauté de destin à laquelle l'ensemble du peuple français croit encore. Parce que la révolte des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le peuple de France qui réagit. Ce sont des Blancs, des Européens qui réagissent. Vous n'avez quasiment pas d'immigrés. Quasiment pas. Ou un peu parmi les casseurs, mais qui sont même pas des gilets jaunes. Alors, Enfin, si, il y a certains casseurs chez les gilets jaunes, mais on peut trouver les groupes de racailles ou encore les anarchistes qui s'ajoutent au lot, quoi. voilà. Ben, vous savez, lors de la manifestation du 1er décembre, beaucoup de casseurs sont arrivés par la suite, et c'était des gens qui venaient des banlieues ethniques. Alors il y a aussi une Souvent chose... assez tardivement, d'ailleurs, vers Oui. 19h, vers la fin. Mais il y a aussi une chose qui passe très mal chez les gens, c'est le fait qu'il y ait une deux poids deux mesures pour les lois. Oui, il y en a qui se font taper dessus par des CRS et les autres... Ben voilà, c'est-à-dire que les gens acceptent très mal que certaines banlieues, des banlieues ethniques, arrivent à se soustraire à la loi générale, alors que eux, ils subissent toutes les foudres de la loi à chaque coin de rue. Surtout que c'est très français, cette pensée d'égalité de traitement. Et voilà, et dans certains quartiers, la police n'y va plus, alors que la loi qui s'applique, disons, de fait, c'est la charia. Donc les gens le savent de plus en plus. Donc effectivement, ils n'acceptent pas d'être en gros les dindons de la farce. Ce qu'ils sont, oui, d'ailleurs. Ce qu'ils sont, donc voilà. Mais Donc vous avez... Ce qu'on disait hors antenne aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'ils ne comprenaient pas, s'ils n'avaient pas vu pendant 40-50 ans, là, ils le découvrent à vitesse accélérée. Et là, progressivement, justement, cette histoire-là de révolte, qui est une jacquerie, je le répète, parce que, bon, on va en reparler, mais Oui. bon, c'est pas vraiment structuré. Hein. En quelques semaines, les gens ont acquis une formation politique, une conscience politique qu'ils n'avaient pas auparavant. J'ai pu constater en 3 semaines de temps que des gens qui, oui, d'accord, critiquaient l'État, ceci, cela, maintenant commencent à savoir pourquoi et à comprendre et à analyser. Même viser l'Union Européenne et tout ça, oui, c'est vrai qu'ils identifient un peu plus. Après, il y a peut-être une distinction aussi chez ces manifestants ou personnes en révolte, disons, où il y a peut-être une distinction entre campagne et gens des villes. Dans les villes, ils sont un petit peu plus communistes sur les bords, surtout les porte-paroles, sélectionnés Voilà. ou pas, on sait pas trop. Et dans la campagne, ça fait peut-être un peu plus patriote. Ça dépend des endroits. Ça dépend, Oui, ça dépend des endroits. Moi, j'ai pu rencontrer, par exemple, dans les Charentes, tomber sur des gilets jaunes qui étaient tenus par des mélanchonistes, plus ou moins. C'est possible aussi. Oui, Voilà. c'est vrai. Et je suis tombé du côté de Rodez sur des gens qui étaient plutôt, disons, Front National. On trouve de tout. On trouve de tout. C'est très variable. Hein. Mais là, il y a surtout une chose, c'est que les gens ont compris que la classe politique qu'on a actuellement ne défend pas leurs intérêts, ne les représente en aucun cas. Il y a une césure, et je ne sais pas ce qui se passera, ce qui peut se passer, mais dans la tête des gens, on n'en veut plus. Ils n'en veulent plus. Ils savent pas précisément ce qu'ils veulent d'ailleurs, ils sont là-dessus on pourrait dire un peu perdus, mais en revanche ils savent que ça c'est mauvais, et ils ont identifié Voilà. Plutôt bien le mal et puis Voilà. ils rejettent. Ouais. Voilà. Et en plus ce gros mouvement a eu des retombées internationales parce qu'on a vu quelques réactions de Trump, de Erdogan, même de l'Iran, qui critique Emmanuel Macron directement pour sa réaction. Pour sa réaction. Oui. Donc ça fait du bruit chez nous énormément, mais même... Même aussi à l'étranger, ça discrédite le gouvernement. Et... Il manque plus que les missiles de Poutine. Là, Ah ben, il y en a aussi qui ont dit que le mouvement était phagocyté par Poutine. Hein. Oui, c'est vrai. Là-dessus, oui, il y a la réaction policière, la réaction gouvernementale et la réaction médiatique. Alors là, ça fait 3 choses à analyser. Oui. Vous savez, j'ai des amis russes qui m'ont dit que peut-être que le mouvement était
était phagocyté par Steve Bannon et les Juifs. Alors, Ah oui, c'est oui, mais vous savez, mais on trouve de tout, quoique les Juifs non, puisque le grand rabbin, de France, oui. le grand rabbin de France, c'est un aveu, a appelé à prier pour la République. On a rassemblé toutes les synagogues Voilà. pour prier pour la République. Oui. Donc, quand on parle de la séparation de la synagogue et de l'État, ça fonctionne pas. Et puis, oui, même, c'est vrai qu'Attali il parlait de la nécessité d'une révolte pour accélérer le projet en réaction. ouais. Ça lui ressemble bien. Mais globalement, la classe politique, et notamment ces associations à consonance ethnique juive, que sont la LICRA ou ce genre de choses, n'aiment pas du tout. Même Cohn-Bendit, bien que ça ressemble à une révolte, a dit c'est pas mai 68, attention. Ah non, puisqu'ils ne sont pas à la tête. Voilà. c'est bien une révolte, mais ça va pas tout à fait dans le même sens. Ça ne va pas du tout dans leur sens. Mais là, la grosse erreur, enfin si on peut dire, du gouvernement, c'est d'avoir attendu. Ça laisse les gens... Et d'avoir pensé que ces imbéciles de Français, ils allaient se calmer tout seuls. Alors que ça a pas lâché, en plus ils se sont renseignés. Quoi. Voilà, ils se sont renseignés, ils se forment, et puis maintenant, progressivement, il y a un certain nombre de lignes directrices qui... Oui, c'est vrai que ça semble un peu plus étoffé, on y viendra aussi. Oui. Bon, après, les médias ont menti un peu sur le chiffre, on a l'habitude, ça, sur les participants. Parce que même la Manif pour tous, ils faisaient déjà ça, quoi, réduire la moitié, les trois quarts, les chiffres de la police, les chiffres des manifestants, c'est jamais la même chose. Et Alors, d'ailleurs, à propos, la Manif pour tous, vous aviez des foules beaucoup plus considérables qui ont défilé. oui, mais c'était gentillet. Et c'était gentillesse, ça n'amenait à rien. Alors, on peut très bien comprendre que puisque la gentillesse ne va pas, on va employer la manière forte pour se faire entendre. Il y a ça aussi. Oui, et visiblement, ça fait un peu plus peur. Oui. Et ça fait un peu plus peur. Dans les banlieues, j'en reviens aux banlieues ethniques, mais les banlieues ethniques, de la manière dont elles réagissent, ça fait réfléchir deux fois le gouvernement, avant d'intervenir, de bouger. Oui, là, il y en a qui se font matraquer et pas d'autres. Pour moi, pour beaucoup moins. Et oui, peut-être vous pouvez toucher un mot sur ce discours de Macron, donc il a tardé à réagir, mais il a tout de même tenu à faire un discours alors voilà, oui, assez froid. Oui, alors Macron a tardé à réagir, puis finalement, il a bien fallu qu'il fasse quelque chose. Alors, pour éteindre un incendie énorme, un brasier, il a sorti un extincteur. L'extincteur, ça a été dire... je vais vous donner 3 sous par-ci, 3 sous par-là. Enfin, vous promettre de vous donner 3 sous par-ci, 3 sous par-là. Parce que l'histoire du SMIC, c'est encore une arnaque. C'est encore une arnaque. Déjà, le SMIC par lui-même, il devait augmenter. Mécaniquement. Comme chaque année. Comme chaque année. Bon. Ensuite, il y avait différentes augmentations qui étaient prévues en courant de l'année. Au lieu de les différer, il va essayer de tout regrouper en même temps. Mais maintenant, on apprend que ce ne sera peut-être pas automatique pour les gens, qu'on va vérifier, donc les gens vont encore attendre longtemps avant de pouvoir toucher leurs sous. Et ensuite, alors, différer l'application de telle taxe, de ci, de ça, ou autre chose. Les gens ont très bien compris, ils se fichent de nous. Oui, parce qu'eux, ils veulent pas que ce soit reporté. C'est quelque chose qui doit être annulé, voire qui doit baisser, en fait. Eh bien voilà, les gens disent, nous, ce qu'on demande, c'est la suppression des taxes, une remise à plat du système, et non pas de la poudre aux yeux, quoi, quelques miettes de cette manière. Bon, alors... Il a pris un air contrit, faussement contrit, parce qu'il était bien obligé de le prendre. Mais c'est quelqu'un qui a son projet de vouloir transformer la France en un élément de l'ordre mondialiste, et il ne veut pas y renoncer. Donc d'une manière ou d'une autre, il va essayer de circonvenir les gens. Et justement, la seule chose, c'est que les gens se rendent compte de la réalité. D'ailleurs, même là, les Gilets jaunes, pas forcément très droitiers politiquement, par rapport, là on peut y en venir, au pacte de Marrakech par exemple, ça se fait dans la foulée de la révolte. On sent que c'est là aussi une petite acte de provocation, quoi, de réaction gouvernementale. Ça, vous voulez qu'on en parle maintenant du pacte de Marrakech ? Oui, pourquoi pas. On a bien détaillé le reste. Alors, ce pacte de Marrakech, alors ça c'est quelque chose d'inouï. Le pacte de Marrakech, c'est quelque chose d'inouï. Parce que, en gros, c'est la création d'un nouveau droit de l'homme, le droit
pour n'importe qui de se déplacer, de migrer, d'émigrer n'importe où, là où bon lui semble. Oui, il n'y a même plus de notion de clandestin déjà. Et puis par contre, si les Français quittent le territoire, ils sont liés au gouvernement, ils peuvent encore payer des choses. Voilà, oui. Ça marche pas dans tous les sens. Non, ça marche pas dans tous les sens. Non, mais dès que vous avez un petit quelque chose, on vous lâche pas. Dès que vous n'avez rien, on vous donne tout. C'est un petit peu les... Alors, ce pacte de Marrakech est quelque chose de pervers. D'extrêmement pervers, parce qu'on vous dit qu'il n'est pas obligatoire, indicatif, enfin, qui n'atteint pas la souveraineté des États. Mais de la manière dont c'est présenté, à partir du moment où vous le signez, eh bien, vous avez un engagement moral à l'appliquer. Et ce pacte de Marrakech, en gros, c'est tout simplement l'interdiction de refouler les envahisseurs, quels qu'ils soient, et avec obligation en plus de les installer, de les nourrir, de les aider à s'insérer chez nous en conservant leur culture. Mais c'est quelque chose de... À nos frais, bien sûr. À nos frais, oui. Et aussi, il y a quand même un article sur la criminalisation de la critique vis-à-vis de ça aussi. Mais vous voyez, alors par exemple, on va mettre en place un site internet, c'est l'objectif. Il y a 23 objectifs dans le pacte de Marrakech. L'objectif 3, mettre en place un site internet pour informer les candidats au départ de toutes les options migratoires possibles, telles les lois et les politiques migratoires de tous les pays envisageables, les contraintes de visa, de dossiers à remplir, les frais de visa, les taux de change, les cartes de travail, les exigences professionnelles, les possibilités de formation ou d'inscription dans un établissement scolaire, le coût de la vie, enfin en gros... Écoutez, moi, M. Gondillon, si j'étais un djihadiste syrien, j'irais tout de suite sur ce site pour m'inscrire et pouvoir faire un petit attentat en France. Évidemment, si vous avez une conscience politique révolutionnaire, vous savez utiliser... les moyens pour atteindre un gouvernement. Là, oui. Et vous voyez, même alors là, il faut bien les soigner. L'objectif 8 oblige les États à se porter au secours des migrants qui empruntent des routes dangereuses. Autrement dit, tous les envahisseurs qui traversent la Méditerranée, vous ne devez pas les renvoyer de l'autre côté, même avec une canonnière aux fesses. Non, vous devez les accueillir, les faire rentrer. C'est hallucinant. L'objectif 5 fait obligation aux États d'organiser le regroupement familial. Oui, voire même à chaque individu, chacun d'entre nous. Et de fournir aux migrants les mêmes droits, alors je cite, à la sécurité sociale et aux services sociaux que les natifs du pays d'accueil. Oui, c'est ça aussi, c'est que leurs droits sont à égalité là-dedans. Et voilà. Ils ont strictement les mêmes. Vous avez l'objectif 16 qui postule l'égalité des cultures. Alors moi je veux bien l'égalité des cultures, mais comme a dit une personne qui appartient même à une ONG qui n'est pas particulièrement de droite, une certaine Judith Bergman, elle a dit alors si toutes les cultures se valent, alors on va laisser l'excision des petites filles se pratiquer partout. Alors. Bah oui, c'est ça, oui. Oui. La pensée égalitariste, c'est pour montrer l'absurdité de... À partir du moment où on proclame l'égalité, en même temps, on ne conçoit plus qu'un boxeur poids lourd détruit un boxeur léger, comme vous disiez. Alors, là, vous avez encore le joie, parce que j'ai noté ça, l'objectif 17. L'objectif 17, il vise tout simplement à désarmer moralement et juridiquement les supposés pays d'accueil. Alors, il s'agit, je cite, éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Donc, autrement dit, si vous êtes contre les migrants, bientôt, c'est ce qu'on avait déjà dit, vous êtes quelqu'un de malade et on va être obligé de vous soigner. Oui, ça va être comme le KGB. Voilà. Et alors, il y a un alinéa, l'alinéa 33, il nous dit, les signataires s'engagent à éliminer toutes les formes de discrimination et à condamner et combattre les expressions, les manifestations et les actes de racisme, de discrimination raciale, de violence, de xénophobie, visant tous les migrants et l'intolérance qui y est associée, conformément au droit international des droits de l'homme. Et alors, on continue. Alors, sous couvert de la liberté d'expression, et c'est là que le texte continue à être pervers, il s'agit d'ostraciser tout média qui ferait preuve d'intolérance, de racisme
Autrement dit, de toute personne qui voudrait défendre ses nationaux. Ça va être le second sujet d'ailleurs. Alors, mais oui, c'est énorme, la liberté d'expression. Alors là, je cite in extenso le passage, parce que ça vaut son pesant, si l'on peut dire. Promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité, et en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et autres formes de discrimination envers les migrants, dans le plein respect de la liberté de la presse. Même Staline n'aurait pas inventé ça. C'est énorme, oui, c'est énorme. Autrement dit, la liberté de la presse, seulement vous n'avez pas le droit de dire ci, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est ça, oui, la liberté, c'est ceci. Comme ceci, aujourd'hui, voilà. la liberté de penser elle existe, sauf si vous contredisez à certaines lois mémorielles. Voilà, c'est pareil, c'est le même. Oui, mais ça va de pair. Donc c'est quelque chose de monstrueux. C'est quelque chose de monstrueux. Puis s'il fallait virer tous ceux qui ne donnent pas des informations objectives, là, il faut fermer tout de suite toutes les télévisions et les journalistes, parce que ça va plus. Voilà. Donc là, il y a, disons, un véritable acide destructeur qui est signé par... Le second de Macron, parce qu'il a le envoyé... second Macron, bon. ben voilà, mais enfin, c'est Macron. Ouais. Hein. C'est Macron. Alors, il y a des États quand même qui ont refusé de signer. Hein. Bon, en plus, avec ça, c'est que l'Union Européenne dirige plus, donc là aussi, sur la souveraineté dont il parle, bon, ça va être Bruxelles qui va mettre en œuvre tout ça. Donc, bon. Et je pense, à côté de Marrakech, on peut même citer le fameux Bergoglio, n'est-ce pas? Ah, bah lui qui, au contraire, trouve ça très bien. Lui. Là, il apporte sa bénédiction directe. Voilà, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas comment il va faire, parce que normalement, un pape a quand même obligation de faire de l'apostolat et puis de convertir les gens à la vérité. Alors là, je ne sais pas ce qu'il va faire, si toutes les cultures et toutes les foi, tout se vaut, je ne sais pas quoi il va servir, lui, bientôt. Ah oui, mais les modernistes sont pour l'œcuménisme, et donc, bon, Bah, vous avez dialogue interreligieux, ceci, cela. C'est l'esprit d'Assise. Oui, qui perdure, qui s'aggrave aussi. Et en plus, l'incroyable culot de Macron qui reçoit une visite de Sarkozy à l'Élysée il y a peu, et il a tenu un discours anti-immigration dans la foulée de ces gilets jaunes, de ces packs de Marrakech. D'ailleurs, de ce point de vue-là... Un discours Sarkozy, oui. vraiment. Sarkozy, c'était, disons, un avant-goût de Macron. Parce que comme personnage menteur, disons, enjôleur, il n'y avait pas pire que Sarkozy. D'ailleurs, il a fini par se faire rejeter aussi de tout le monde. Hein. Mais les gens encore croyaient que maintenant, apparemment, c'est fini. Oui, là, ça y est. Là, Et du coup, on peut aussi passer, comme c'est un peu dans la foulée d'actualité des Gilets jaunes, les médias en ont fait une utilisation dans leur sens de ces attentats à Strasbourg. Ah, les attentats de Strasbourg. Sur les marchés de Noël. Sur les marchés de Noël, oui. Alors, l'attentat de Strasbourg, bon, c'est encore fait intéressant, c'est que partout, aussitôt que cet attentat a été connu, les gens ont dit c'est une manigance du gouvernement qui a laissé faire cet attentat pour bloquer le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, tout de suite, je crois que c'est Castaner qui a dit oui, les Gilets jaunes, vous devez vous arrêter tout de suite. Et limite à les traiter à demi-mot de terroristes eux-mêmes. Oui. Non, mais là, et effectivement, c'est une réflexion plausible. Il suffit que vous ayez un élément quelconque, incontrôlé, enfin, vous le laissez faire, et puis vous savez très bien que comme il est lui-même programmé pour faire ça, à un moment ou à un autre, il va faire quelque chose. À la limite, vous pouvez le pousser aussi. Et ça, ce sont des pratiques... Oui, il n'y a pas forcément besoin de pousser trop, non, disons. Non, et ça, ce sont des pratiques éprouvées dans de nombreux gouvernements. Hein. Alors bon, peut-être qu'un jour on en saura plus, mais il y a quand même Xavier Hofer qui a fait ses révélations. Qui a fait ses révélations en disant que le fameux djihadiste auteur de l'attentat de Strasbourg, son appartement a été visité la veille par la DGSI. C'est quand même étonnant. Et alors, comme pour tous les autres djihadistes ou assassins en série, se revendiquant comme djihadistes, ils se font abattre sous 48 heures. Ils se font abattre sous 48 heures. Pas de témoin, rien du tout.
Alors que quand il y a un jugement, au moins il y a des propos, des parties, de l'avocat, ça donne beaucoup de flot d'informations. Et voilà. À l'époque Mohamed Merah, on avait droit encore à ça. Hein. Voilà, oui, oui. Voilà, donc il y avait... Voilà, Là, il n'y a plus d'informations. Les Non, non, informations sont mortes avec le type. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, je voulais revenir aussi sur une chose, sur les mesures de Macron. Alors, ces mesures vont coûter 10 milliards. Au bas mot, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Bon. Alors, dans un pays qui a déjà un déficit important sous l'œil de Bruxelles, augmenter un déficit de 10 milliards, qui va être augmenté n'importe comment, bien ça ne va rien régler. Ça va aggraver le mal, ça va aggraver la situation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a pris un extincteur pour éteindre un brasier. Et en fait, son extincteur, il contient du pétrole. Parce qu'à terme, ça va aggraver encore un peu plus la situation. Donc, dans la situation où nous sommes actuellement, si vous augmentez les salaires, alors que vous n'augmentez pas la compétitivité du pays, vous allez, dans un monde ouvert comme le nôtre, rendre la compétitivité économique française déjà chancelante, encore plus mauvaise. Donc vous allez entraîner des gens au chômage. Donc vous allez encore aggraver le mal. On n'en sort pas. Alors la situation, effectivement, je conçois bien que n'importe quel gouvernement qui arriverait aujourd'hui du jour au lendemain, il ne peut pas rattraper en quelques semaines la situation. Mais seulement un gouvernement autre pourrait rétablir la situation en ce sens qu'il dirait aux gens, voilà où nous devons aller, voilà ce que nous devons faire, voilà sur tant de temps comment les choses vont se passer. Alors effectivement, la première chose, c'est déjà de rester maître chez nous, de retrouver notre souveraineté financière, ce qui demande effectivement de casser l'euro, mais l'euro finira par casser, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que parce que vous avez les taux d'intérêt d'emprunt en euros qui varient d'un pays à un autre, d'un État à un autre, ce qui prouve que finalement la monnaie unique n'est pas si unique que ça, parce qu'autrement ce serait quasiment les mêmes taux partout. Et ensuite, en France, il y a un énorme travail. Si vous voulez résoudre la crise du malheur des gens, il faut produire plus, il faut créer plus de richesses, et non pas des richesses de tertiaire ou autre. C'est essayer de remettre sur pied une industrie, de recréer une activité véritablement créatrice et productive. D'ailleurs, c'est faisable et ça s'est déjà vu. L'Allemagne nationale-socialiste entre la République de Weimar, c'était chômage de masse à carrément l'extrême inverse, manque de main-d'œuvre. Et manque de main-d'œuvre. Carrément. Quoi. Par contre, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est depuis plus de 40 ans, on a cassé l'instruction publique, l'instruction en général d'ailleurs. On n'apprend plus, disons, selon un ordre logique, les choses. À l'école, c'est n'importe quoi. La chronologie de l'histoire. La chronologie de l'histoire. Oui. La grammaire allégée. Voilà, oui, bon, la méthode globale, toutes ces choses-là. Le calcul, les mathématiques, on vous demande plus d'avoir des réflexes de calcul ou des martingales quand vous arrivez dans les grandes classes, plutôt que de construire des raisonnements comme c'était le cas dans le temps. Dans le temps, vous aviez des problèmes, il fallait construire un raisonnement et autres. Maintenant, non, il faut quasiment avoir la réponse instantanée. Hein. C'est pas du QCM, mais presque. Même dans certains cas, il y a des QCM. En ce qui concerne la formation professionnelle a été cassée. Aujourd'hui, vous avez plein de postes qui ne sont pas pourvus, parce que tout simplement, on ne dispose pas de gens en état de les employer. C'est pas parce que vous allez envoyer les enfants dans des lycées professionnels que vous allez leur apprendre à travailler. Le travail, il se fait dans le cadre des corps de métier. C'est là que ça se forme, le travail. Vous prenez le cas de l'Allemagne et surtout de la Suisse, ils n'ont pas de problème de main-d'œuvre et de formation. Parce que ce sont les corps de métier eux-mêmes qui forment leur personnel. Le travail, il est là. Vous voyez, ce sont des choses qui sont en apparence peut-être pas spectaculaires, mais qui remettent les choses en place. Mais je pense que si vous annoncez ça aux Français, que vous leur expliquez, nous allons faire ci, nous allons faire ça, les banlieues ethniques, c'est terminé. Alors évidemment, ça va provoquer de la casse. Mais vous leur expliquez clairement ce que vous voulez faire, eh bien les gens vont dire,
mais pour se reconnaître dedans. Ça va provoquer une véritable adhésion massive. Voilà. Tandis qu'avec la classe politique que nous avons aujourd'hui, eh bien, vous pouvez mettre Tartampion à la place de Macron, ça ne changera rien. Alors peut-être que si, avec quelques sourires de plus et puis une visite au Salon de l'Agriculture en pouvant un coup de rouge, ça calmera le jeu pendant 6 mois, et ça repartira. Et encore, il faut qu'ils soient un petit peu français de culture, quoi. Et encore, il faut qu'ils soient un petit peu de culture, oui. Français de culture, effectivement, qui sache reconnaître un Bordeaux d'un Bourgogne ou d'un Côte-du-Rhône, qui sache ce que c'est que le Gamay, le Pinot Noir, le Petit Montsing ou le Grand Montsing, enfin, ou le Syrah ou la Syrah, enfin, bref. Mais voilà, mais ça repartira. Et le fait majeur de cette histoire des Gilets jaunes pour moi, c'est que si c'est actuellement une révolte, c'est un phénomène de nature révolutionnaire. C'est-à-dire un phénomène révolutionnaire, c'est-à-dire de rejet du système. Et c'est la première fois depuis plus d'un demi-siècle, 70 ans, qu'un tel mouvement apparaît de rejet du système et de demande d'autre chose. Après, et vous savez ce que disait Lénine. Oui. Une révolution, ça commence quand en haut, on ne peut plus, et quand en bas, on ne veut plus. En bas, on veut de moins en moins. En haut, ils peuvent encore. Et pendant combien de temps? Oui, encore, il galère un petit peu. Voilà. Et je vais faire une autre citation de Lénine. Une révolte se transforme en révolution quand elle rencontre une minorité révolutionnaire active qui sait saisir l'arme de la révolte. Ça, c'est ce qui manque. C'est une sorte de nouvelle élite qui arrive à appuyer le mouvement populaire. Alors actuellement, effectivement, le gouvernement est sauvé parce que les éléments révolutionnaires qui pourraient apporter ça ne sont pas connus, ou même avec le bourrage de crâne qu'il y a eu pendant des années, sont instinctivement rejetés par les gens en disant « Ah non, pas ça !» Mais la situation va continuer à s'aggraver. Parce que là, rien ne va être résolu. Bon, cette histoire des Gilets jaunes est arrivée, elle peut se calmer pendant un temps, mais ça va ressortir, vous savez, comme les fumerolles dans le sol. Vous tapez dessus, elle disparaît. Ah, vous êtes tranquille. Ah, ça ressort ailleurs, à un endroit où vous ne l'attendiez pas, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où tout s'embrase. Donc là, nous sommes entrés dans une phase véritablement, disons, une période véritablement révolutionnaire. Un début. Et après, oui, je pense qu'on va clôturer un peu sur ce thème-là, mais comme vous disiez, c'est pas si structuré que ça, quoique ils font des efforts depuis, mais plus sur les sujets de démocratie directe à la Suisse. Voilà, alors... Ça c'est leur grand thème maintenant. Alors, effectivement... Enfin, visiblement, de ceux qui incarnent... le système de démocratie directe à la Suisse est quelque chose qui manque dans notre pays. Tout simplement... Et vous aviez, je ne dirais pas un système de démocratie directe, mais qui existait sous une certaine forme dans les petites communes. Quand vous êtes des communes de 300, 400, 500 habitants, vous avez un maire qui est élu, il connaît à peu près tout le monde et tout le monde le connaît. Et croyez-moi que le maire, il ne fait pas toujours ce qu'il veut en discutant avec les gens. Il prend le pouls des gens. C'est le mandataire de la population, et si il a un projet à appliquer, il tient toujours compte, il sait expliquer aux gens. Vous voyez, il y a une symbiose entre le chef et la population. Parce que c'est le local. Et là, on est en train de casser ça avec les intercommunalités. Les intercommunalités, c'est des groupements de 15-20 000 personnes, habitants, avec un chef, un maire ou un je ne sais quoi qui va être très éloigné d'eux. Les maires des petites communes, ils n'ont plus aucun pouvoir, ce qui fait d'ailleurs qu'il y en a beaucoup, ils ne veulent même plus se représenter aux prochaines élections. Et vous avez donc un éloignement de plus en plus important des centres de pouvoir par rapport à la population. Alors effectivement, ce référendum d'initiative populaire, il faut l'appliquer à l'échelon national, pourquoi pas. Il faut l'appliquer et surtout à l'échelon local et à l'échelon des corps de métier. C'est ce que les nationalistes ont toujours défendu, c'est la démocratie organique. Les libertés et pas la liberté. La liberté abstraite, c'est les libertés concrètes. On discute de ce qu'on connaît, de ce qui arrive. Alors là, le gouvernement dit oui, on va en discuter. Bon, c'est pour mieux enterrer l'affaire ou circonvenir les gens. Oui, ou faire leur propre référendum, leur propre petite question pas trop gênante ou trop floue. Voilà. Déjà, le Premier ministre là, a dit oui, d'accord, mais il va falloir limiter les cas. Oui,
Après, du coup, ils ont ressorti les statistiques et ça a l'air plutôt à notre avantage où ils sont globalement contre les aides sociales aux étrangers ou encore la peine de mort, même pour la peine de Oui. mort, ce genre de choses qui montent vers 60-80% dans la population, qui Ouais. est plutôt d'accord. Mais le truc, c'est qu'au moment où la question va être posée, il va y avoir une machinerie médiatique qui va Évidemment. diaboliser un peu les choses. Voilà. Et après, on repart dans le même souci, quoi. Et si vous prenez le cas suisse qui sert de modèle, si l'on peut dire, eh bien aujourd'hui, les références d'hommes d'initiative populaire en Suisse sont de plus en plus critiquées par la classe dirigeante, qui est d'ailleurs à peu près du même gibier que celle qu'on a chez nous, et qui dit, mais le peuple ne sait pas ce qu'il dit. Et progressivement, même quand vous avez des votations qui ont été adoptées, eh bien le gouvernement s'arrange à vider de son contenu la fameuse votation, les directives contenues par la votation dans sa mise en œuvre. Et on peut par contre aussi pointer du doigt une certaine complicité de la population parfois dans les choses qui lui arrivent, parce que je crois que la démocratie directe suisse, dès 2004, ils avaient accepté eux-mêmes leur propre suicide à travers l'avortement, par exemple. Donc c'est sûr qu'ils peuvent aussi voter bêtement. Voilà. Ils peuvent aussi voter bêtement. Mais il est vrai que c'est une soupape de sûreté. Alors, oui, après, aussi, oui. alors après, de toute façon, ce qui compte chez un peuple, c'est sa mentalité, c'est sa spiritualité, sa façon de penser. Si effectivement on est dans un monde comme le nôtre, où il y a une crise spirituelle qui est très ancienne déjà, mais qui aujourd'hui a atteint un degré extrême, mais à partir du moment où vous n'avez plus de structure des intelligences à travers une spiritualité, une culture et des traditions, eh bien, nécessairement les gens font tout et n'importe quoi. Il ne faut jamais oublier qu'en arrière-plan, ce qui fait la force d'un peuple, c'est son état mental, c'est sa spiritualité. Là où on parle d'aménagement matériel, de problèmes économiques, mais l'arrière-fond du problème, c'est le problème spirituel, la crise spirituelle de l'Europe qui domine. Alors effectivement, n'importe quel gouvernement, même des nationalistes qui arrivent au pouvoir demain, ils vont être obligés de faire avec ce qui existe, du point de vue de la crise spirituelle, même si on peut faire pas mal de choses. Et voilà. Non, mais il faut jamais oublier l'arrière-plan spirituel. Vous avez le spirituel, l'intellectuel et le matériel. Ce qu'on oublie trop. Et la volonté aussi, le fait d'agir. Après, le fait d'agir, mais vous savez, le fait d'agir... Ça dépend de l'intelligence. Et c'est toujours le propre d'une minorité. Vous avez une minorité qui donne le cap, qui sait se faire comprendre du peuple parce qu'il touche véritablement l'âme du peuple, le tréfonds du peuple, et il entraîne le peuple derrière. Avec. Une classe dirigeante doit être le mandataire du peuple. Tandis qu'aujourd'hui, on a une classe dirigeante qui est l'anti-peuple, qui est la destruction du peuple, qui est la trahison du peuple. Après, on va sur le RIC, là, du coup. Et puis sur la proposition de l'ISF, qu'est-ce que vous pensez? On avait oublié d'en parler précédemment, ça peut être intéressant. Alors, effectivement. Alors, cette histoire de l'ISF, il m'est arrivé d'en parler avec des gilets jaunes sur les ronds-points. Et alors, je leur ai expliqué, mais l'ISF, ça rapportait déjà 3 milliards. 3 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau dans l'ensemble. Ensuite, vous voulez toucher les riches. Mais quels riches? À partir de quand est-on riche? Et je vais vous raconter une histoire qui est assez ancienne, mais j'ai retrouvé le même état d'esprit. Pour un ouvrier qui gagne 1 500 €, le riche, c'est celui qui va en gagner 2 000, 2 200. Bon, celui qui gagne 2 200, 2 500 €, le riche, c'est celui qui va en avoir 4 à 5 000. Alors, à partir de quand est-on riche? Ensuite, instaurer un impôt sur la fortune, vous allez toucher des gens qui ont quelques biens, souvent par héritage. Et bon, on avait eu le cas dans l'île de Ré, des gens qui sont trouvés à payer l'ISF tout simplement parce que le marché de l'immobilier, autrement dit la loi du marché, avait fait que leur propriété valait une fortune, alors que c'était des petits paysans de rien du tout. Ce ne sont pas des riches, ces gens-là. Donc, vous découragez les gens, vous faites fuir les gens, et croyez-moi, les véritables riches, ceux que, disons, dans l'absolu, il faudrait atteindre si on voulait taxer la fortune, ben, ils sont déjà partis à l'étranger depuis longtemps.
Et ce sont des banquiers millionnaires, enfin, après c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, là, dans ce qu'a dit Macron, il a dit, mais le rétablir, ça fera encore fuir les gens. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça ne ressemble à rien. Non, au contraire, l'ISF, c'est contre-productif. Ça ne rapporte rien. Ça va augmenter les taxes pour ça augmentera la classe moyenne. Les taxes sur la classe moyenne, et c'est tout. La classe moyenne supérieure, peut-être, et encore parfois pas. Oui. Et c'est tout. Ça ne fera rien d'autre. Et moi, je vais même plus loin. Je dis qu'il faut supprimer les droits de succession. Parce que les droits de succession, c'est tout simplement faire payer aux héritiers le patrimoine de leurs parents, que leurs parents ont déjà payé sous forme de taxes tout au long de leur vie. Et si vous n'arrivez pas à transmettre un patrimoine à vos enfants, bien, c'est toute une tradition, toute une vision d'enracinement qui disparaît dans un pays. De génération, oui. De génération qui disparaît. Et en plus, même ceux qui ont des grosses fortunes, quand vous regardez dans l'histoire, vous avez une génération ou deux qui accumulent, la troisième qui dépense, et la quatrième qui est ruinée parce qu'elle est incapable d'entretenir, parce qu'elle a trop profité. Donc, il y a une justice immanente ou transcendante dans ce genre de choses, non. Faire payer les riches, non. Les riches et quels riches. Oui, c'est faire payer la population un peu plus aisée. Voilà. Mais par contre, c'est un des traits de la mentalité française. Comme l'avait remarqué Tocqueville, le français, entre la liberté et l'égalité, préférera toujours l'égalité. Et en plus, il dit ça parce que les anglo-saxons, c'est plutôt la liberté qui choisissent. C'est plutôt la liberté qui choisissent, effectivement. Et de toute façon, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Celui qui est en position de l'appliquer, celui qui la met en place, a toujours prévu un moyen d'y échapper. Puis bon, après, on soutient ce mouvement qui est au moins humainement sympathique, et puis il y a de nos amis qui y vont. Oui, on a beaucoup d'amis qui y vont. Oui, on voit qu'il y a Hervé Ryssen qui s'expose. Hervé Ryssen qui s'expose, oui. Je vous dis, moi-même, j'en ai rencontré pas mal. Bon, je ne me suis pas exposé dans une manifestation, essayer de toute façon, se lancer dans des manifestations lorsqu'on a une activité politique. Alors, ça peut être pour une vision publicitaire, pour se montrer, parce que, bon, il y en a qui le font. Mais se lancer dans des manifestations, c'est simplement si on a une structure bien organisée, qui permet d'utiliser l'événement pour renverser le pouvoir. Autrement, ça mène à quoi? Et croyez-moi, les coups d'État ou ce genre de choses, puisqu'il y en a qui en parlent, qui en rêvent, ou au gouvernement, ils le craignent, les coups d'État arrivent quand le pouvoir est à ramasser dans le caniveau. Bien souvent, un coup d'État, il se fait sans quasiment tirer un coup de feu. Sans quasiment de bagarre, parce que le terrain a déjà été nettoyé avant par le pourrissement de la situation. On ramasse la couronne dans le caniveau dans ces cas-là. Voilà, vous n'avez quasiment pas de victimes. Des coups d'État, par exemple, emblématique, auquel beaucoup de gens pensent, la révolution d'octobre, ça n'a fait quasiment aucune victime à Saint-Pétersbourg. Oui, il y a même une grande référence pour les Français, hélas, mais c'est comme ça, le 1789 avec Louis XVI. Voilà. Une monarchie en fin de règne qui se fait attaquer en pleine révolte. En pleine révolte. Et en même temps, il se passait une chose, c'est que Louis XVI, au moment du 14 juillet 89, alors on l'a toujours accusé de ne pas avoir réagi et d'avoir envoyé la troupe sur Paris. Mais c'est que la troupe, il n'était même pas sûr que les officiers lui obéissent. Oui, il y a aussi ça, c'est quand sa propre armée n'est pas si fidèle que ça. Et voilà, donc ce qui explique qu'il arrive un moment, le gouvernement, les commandes lui échappent. Et ça peut arriver très vite. Hein. Ça se liquéfie en moins de 2. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une organisation politique capable de saisir l'occasion. Autrement, l'occasion sera récupérée par un autre. Ou alors c'est d'autres qui vont... Ou ça sera d'autres. Mais voilà le but de l'opération. Le but de l'action politique, c'est former des minorités inaccessibles au découragement et d'esprit révolutionnaire, c'est-à-dire de conquête du pouvoir. Autrement...
Les gilets jaunes vont peut-être se transformer en sorte de mouvement 5 étoiles à l'italienne, Oui. on ne sait pas trop. Ouais, c'est déjà en train de se faire d'ailleurs, plus ou Oui, moins. c'est un peu ce genre de choses qui peut se passer. D'ailleurs, il semble que même dans l'entourage de Macron, on encouragerait ce genre de mouvement parce qu'on pense que ça affaiblirait Ouais. le mouvement Que ça lepéniste. se- Le ouais. mouvement lepéniste. Ah oui, par opposition, en même temps, Marine Le Pen a tout fait pour le perdre parce qu'elle Voilà. elle soutient même plus, quoi. Et ce qui est d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la classe politique, personne n'a soutenu, quasiment personne n'a Oui, soutenu. Wauquiez, il l'a fait, je crois, une semaine après, il a déjà Ouais, eu une descente d'organes. Ouais. Marine Le Pen, Mélenchon, c'est un peu plus duré. Peut-être que Mélenchon perdure, je sais plus. Peut-être plus, mais Il lui, me bon, semble plus, ouais. politiquement, il ne peut pas les laisser tomber, parce qu'à ce moment-là, Oui. il perdrait même le fond de son affaire. Mais même vous avez Oui, mais Marine Le Pen, ça, elle n'a même pas compris, quoi. Mais non, elle n'a même pas compris. Et vous avez même fait symptomatique le fameux Philippe Poutou, là, de l'ultra-gauche révolutionnaire. Samedi dernier, il a préféré aller soutenir autre chose que les Gilets jaunes. C'est quoi, une manif Oui, antiraciste? il y avait une autre manifestation. Alors j'ai oublié ce que c'était là. Mais c'était ou pour l'écologie, ou pour les migrants, ou pour... Enfin bref, mais il préfère aller soutenir ça que de soutenir son peuple, si on veut dire. Voilà. Quand vous regardez les syndicats, ils n'ont pas bougé. Les syndicats, ils ne savent pas quoi faire. À partir du moment où les communistes ou ces mouvements-là n'ont pas organisé le mouvement, ils ne savent plus quoi faire. Donc ils restent en dehors. Ils essaient de voir électoralement, c'est bon pour moi, c'est pas bon, ça va me rapporter quoi. Oui, c'est des mathématiciens. Mais enfin, des statisticiens. aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement spontané, livré à lui-même. Et grâce aux réseaux sociaux, qui sont une nouveauté dans l'affaire, parce qu'ils permettent une connexion rapide entre les gens, des échanges rapides, et ça a échappé complètement au parti politique. Castaner l'a reconnu parce qu'en plus, les gens ont tendance à se réfugier dans les applications qui sont un peu cryptées comme Telegram, et donc ou d'autres, du coup, les échanges sont difficilement repérables même par la police. Et même par la police, ben oui. Du coup, c'est pratique. Et puis même, ils peuvent supprimer Internet. Ils trouveront, Oui, il y aura toujours des révoltés malgré ça. Hein. Et ils trouveront d'autres moyens. Se réunir dans les cafés, faire ce qu'on veut. Oui, des petits journaux comme sous la Troisième République, là, des petits journaux, je sais plus c'est quoi le terme français pour il y avait un peu illégaux, quoi, mais... Voilà, mais même, ou comme vous aviez à l'époque soviétique, vous aviez les samizdat, là. Oui, voilà, oui, exact. Les samizdat, Exact. là, Voilà, les éditions. ce genre de choses. Voilà, ça, c'était à l'époque de la presse, surtout. Les auto-éditions. Mais oui, mais ils trouveront toujours quelque chose. Et vous avez toujours des systèmes d'hébergement qui se font à l'étranger, qui se font ailleurs. Là, là, je crois toujours je pense que le gouvernement toujours aura Oui, ils vont accentuer la répression, ce qui va les rendre encore plus détestables auprès de la population. Voilà. Et nous, on va perdre une certaine partie de nos libertés d'expression, Voilà. tout ça. Bon, pas qu'on soit pour une liberté d'expression totale non plus de notre côté, quoi, mais c'est... Mais oui, mais c'est-à-dire que interdire aux gens de dire ce qu'ils ont à dire. Oui, c'est pas très intéressant, ça. Moi, à mon sens, c'est plutôt développer une propagande contraire encore plus massive que celle que l'on veut nous envoyer. C'est essayer de convaincre en sens inverse, parce que alors, dans certains cas, vous pouvez, à la marge, faire taire telle ou telle personne, mais c'est à la marge. Le mouvement dans l'ensemble, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est ça, ouais. Vous pouvez... on construisez un barrage aussi haut que vous voudrez, vous n'arrêterez jamais un fleuve de passer. Hein. Donc là, le gouvernement, il va mener des combats d'arrière-garde, il va y avoir de la répression, parce que la République gouverne mal, mais se défend bien, comme disait Maurras. Alors donc, attendons-nous à prendre des coups sur la figure, de plus en plus importants, mais ce sera bon signe. Ça voudra dire que le régime sera de plus en plus fragile. Parce que là, le régime est extrêmement fragile, et il le sait lui-même. Autrement, il n'aurait pas cette fébrilité, cette volonté de répression. Oui, surtout que le début du mouvement Gilets jaunes, ils disaient que c'était rien du tout. Ensuite, ils en ont eu peur, carrément. Ensuite, ils ont dit ça va s'éteindre avec l'attentat, il n'y a plus rien. Finalement, ça continue. Ça... Oui. Ils essayent d'amoindrir, mais oui, c'est l'extincteur sur le brasier immense. Quoi. Oui, non, mais là, ils vont rien. Là, à mon avis, l'affaire est partie pour
Disons, c'est le commencement de la fin pour le système. Il y a un début de marque là, qui a été Voilà. planté. Alors, comment les choses vont se développer autrement? D'où vont repartir les autres incendies, les autres fumerolles? Par quelle manière? Ça, alors là, bon, ça c'est autre chose. Mais bon, vous savez, c'est comme des systèmes physiques, des systèmes cybernétiques. Vous avez l'ensemble, vous savez ce que ça va donner. Maintenant, après, vous avez les probabilités qui font que ça peut les écarter. Vous savez que ça va faire ci, ça va faire ça va aller dans tel ou On tel peut domaine. prévoir, mais pas à 100%. Ouais. Non, mais bon, alors c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Ça peut être demain même. Ça peut aller très vite. Ça aussi, peut aller, on n'en sait rien. L'histoire, c'est l'imprévu. Mais je le répète, ce qui fait les changements, c'est si vous avez des gens bien décidés, sachant ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils veulent réaliser, et qui sont là au bon moment pour saisir l'occasion. Vous savez, dans l'histoire, les fenêtres de tir, si l'on peut dire, mais c'est des fentes d'1 millimètre. Si vous la loupez, ça passera plus. Et c'est celui qui se trouve là au bon moment, qui sait viser, qui a le coup d'œil, comme aurait dit Clausewitz, qui l'emporte. Très bien, on termine avec un second petit sujet qui est aussi très actuel. Et donc justement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette entreprise de censure du net français? Bien, l'entreprise de censure du net, justement, c'est vouloir faire taire tous les mouvements, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent diffuser des idées qui font prendre conscience aux gens que le gouvernement les trompe, les trahit, leur faire prendre conscience que le véritable pouvoir n'est pas à Paris, mais dans des cercles financiers, des cercles de réflexion comme le Bilderberg. Mais d'ailleurs, il ne se cache même plus d'ailleurs, la Roundtable et toutes ces choses-là. Mais ils veulent quand même faire des lois sur le complotisme. Parce que Emmanuel Macron, ça fait des mois et des mois qu'il travaille là-dessus en parlant de fake news. Vous savez, fake news, oui, il a fait passer sa loi. Oui, voilà, du coup, là aussi, ça va de pair avec cette censure, parce que cette loi donne suite à un empêchement de critique et tout ça. Voilà. Alors là encore, qu'est-ce qu'une fake news? Qu'est-ce qu'un bobard? Parce que fake news, on va traduire par un bobard. Oui. Un bobard médiatique. Qu'est-ce que c'est? La définition est très large, et pour un oui, pour un non, on peut vous interdire un site, on peut vous interdire la diffusion de telle revue, tel journal ou autre. Ou tel site. Ouais. Alors là, actuellement, ils ont surtout visé la Russie. Ah oui, avec les fake news. Avec les fake news, ils visent les bobards. Les bobards, oui, ils visent la Russie. Effectivement, bon... Si vous prenez les sites d'information d'origine russe, vous trouvez des informations que vous ne trouvez pas dans... De qualité, plus, et puis qui va dans l'autre sens. Des choses différentes de ce que l'on veut bien vous dire à la radio ou à la télévision. Oui, et puis ils sont traduits en francophone, certains. Oui, il y en a qui... Oui, vous avez même, sur Internet, vous avez un site tout simple, Spoutnik, par exemple. Oui, voilà, il y a ceci. Voilà, puis vous avez aussi une chaîne de télévision aussi. Il y a RT News et je ne sais plus comment s'appelait l'autre très connu, là, proche de TV Liberté à l'époque. Je ne sais pas si ça continue. Mais en fait, ce qui est derrière, c'est le politiquement correct aussi, qui chapeaute un peu le mode de pensée vis-à-vis de ces bobards. Voilà. Soi-disant bobards et tout ça. Donc effectivement, le gouvernement cherche là encore à faire taire les gens. Ça se voit sur les réseaux sociaux depuis longtemps, avec YouTube, Facebook, entre autres. La répression qui frappe à la Soral, c'est assez remarquable. Oui, il y avait eu ça, oui. C'était sa chaîne entière, et elle a fini par être réactivée finalement, tellement ça avait été arbitraire. Oui. Mais bon, après, il y en a eu d'autres. À l'époque, c'est Boris Levay. Boris Levay qui est obligé de partir en exil au Japon. C'est quand même pas mal. Et puis là, oui, il y a tout de même une loi qui a été faite sur la censure de l'Internet français. Et c'est par rapport, en fait, ils reprennent le modèle de l'Internet chinois, par exemple, c'est l'intranet. Parce que comme ils ont un régime communiste, ils font en sorte que les fournisseurs d'accès que l'on paye pour avoir Internet rendent invisibles de force certains sites qui ne plaisent pas. Oui. Et du coup, ça a été importé en France, là, tout récemment. Après, les lobbies communautaires ont participé en première ligne.
le gouvernement a appliqué. Et puis il y a le site Démocratie participative. Évidemment, en premier lieu, ils ont ciblé celui qui est le plus rude, on va dire. Parce qu'il y a des mots un peu vulgaires vis-à-vis de l'immigration, ou un peu raciste primaire, beaucoup d'humour. On distingue mal le second degré et le fond, bien qu'il y ait des deux. Et du coup, ce site n'est plus accessible depuis quelques temps. Alors ils se défendent parce que maintenant il y a aussi le dark web, c'est-à-dire que les sites qui sont censurés peuvent revenir. Oui. Et donc il y a même quand on supprime Internet, on peut avoir des méthodes pour retrouver ces sites en fait. Donc Voilà, le gouvernement tape sur une tête de taupe qui sort, mais voilà, il va écraser, une butte de taupe, et puis il y en a 10 qui vont sortir à côté. C'est ça. Non, mais... C'est ça, et en plus ça s'était vu en Algérie ça aussi. Le gouvernement algérien, il y a quelques années, avait supprimé Internet, et comme ils ont pas mal d'informaticiens chez eux, ils l'ont réactivé pour la population le lendemain. Non mais là c'est peine perdue. La répression aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plutôt convaincre les gens, les emmener dans son sens. Et quand vous regardez les fameuses dictatures horribles du XXe siècle, comme qu'on nous présente comme le diable. Le diable, oui, de la République. Enfin, oui, élu sous la République de Weimar, par exemple. Eh bien, il avait tout le monde derrière lui. Alors effectivement, il y en a quelques-uns qui ont été envoyés en prison ou autres, comme les Thälmann, les dirigeants du Parti communiste ou autres. Mais dans l'ensemble, le peuple était derrière. Le peuple était derrière sans qu'il soit besoin de faire une censure. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui sait parler à son peuple, qui sait s'entendre avec lui, c'est un fait général. Vous aviez Juan Perón, c'était la même chose. Hein, vous avez plein de gens comme ça. Et effectivement, le nerf de la guerre, on en revient aux Gilets jaunes, à leurs revendications, c'est de donner à manger aux gens. C'est de donner à manger aux gens et leur permettre d'avoir un niveau de vie correct et des perspectives d'amélioration de ce niveau de vie, et avec des effets concrets, des effets tangibles. Il faut qu'ils aient un minimum de confort pour mener leur petite vie, et sinon le gouvernement ne peut pas tenir. Les gouvernements ne peuvent pas tenir. Or, aujourd'hui, avec le développement de la mondialisation, qui est en gros une ouverture compétitive des frontières, parce que c'est plus ça qu'autre chose, avec la crise financière qui se profile, et d'ailleurs on en parle de plus en plus dans les revues économiques, on parle de 2019, 2020, mais bon, de toute façon, de la manière dont celle de 2009 a été traitée, on a créé une bulle encore plus importante, donc à un moment ou à un autre ça explosera. Vous avez donc une dégradation du niveau de vie qui va se faire dans les années qui viennent. Et comme je disais, en France, comme en plus on est de plus en plus mal placé en termes de compétitivité, puisque notre savoir-faire diminue et notre industrie disparaît aussi, un pays comme la France va être de plus en plus un chaudron. Alors vous allez pouvoir faire de la répression pendant un temps, puis à un moment ou à un autre, ça finira par sauter. Et toute l'Europe suivra aussi, parce que finalement, quand on regarde aujourd'hui, les gilets jaunes, ils ont essaimé un petit peu en Europe. Oui, c'est vrai. Et notamment, surtout l'espace francophone. Surtout l'espace francophone. En Belgique, avec Bruxelles. Oui. Puis en Allemagne aussi, il y en a. Oui, remarque. Voilà. Donc, non, là... Puis il y a une dynamique populiste dans les autres pays aussi, l'Occident, un peu, l'Amérique latine. Oui, mais la dynamique populiste, par exemple, comme vous avez en Italie, à mon sens, elle est moins révolutionnaire, moins importante que ce que l'on vit aujourd'hui en France, parce qu'elle est canalisée. Tandis que nous, ça vient des tréfonds de la population, c'est un cri, mais un cri puissant du peuple qui dit « Non, nous ne voulons pas mourir, non, nous ne voulons pas disparaître, non, nous ne voulons pas que vous nous assassiniez. » C'est vrai que si, mettons, Marine Le Pen avait été élue, ça aurait été, on n'aurait jamais eu de mouvement de gilets jaunes tel que c'était maintenant, tout ça. Non, voilà. Donc là, c'est véritablement un cri du peuple qui dit « Je ne veux pas mourir, on ne mourra pas, on va se défendre, on se battra jusqu'au bout. Et on vous aura et on vous enlèvera du pouvoir. » Alors, ils ne savent pas trop comment, mais de toute façon, ça arrivera. Ils sont déterminés. Et ça, c'est quelque chose contre lequel le gouvernement pourra peut-être, à la limite, s'il est un peu intelligent, temporiser, mais il ne pourra jamais arrêter le mouvement.
Il faut un changement radical face à cette situation radicale, en fait. Et c'est ce que nous autres nationalistes ne cessons de dire, mais depuis des années. Et comme répondent intelligemment, il y a certains gilets jaunes, parfois interviewés, qui arrivent à placer des petites choses intéressantes sur la loi 73, ou l'éloge du Bnei Brit, qui s'en prennent à eux, enfin, ils balancent des petites choses. Et c'est intéressant, ça aussi. C'est pareil, vous avez des gens, de simples kidam que j'ai rencontrés, puis avec qui on parlait un petit peu de la finance, tout ça. Mais, oh bah oui, de toute façon, la finance, elle est tenue par les Rothschild, et puis de toute façon, les Juifs, ils sont partout derrière. Oui, ça part d'un coup, là. Donc, vous ne leur dites, vous n'abondez pas, vous ne parlez pas de judaïsme politique, parce que c'est une notion qui les dépasse. Il faut que ce soit plus simple à comprendre. Ouais, ça, mais voilà, non, mais vous n'abordez pas le sujet, mais vous parlez de la finance des banques avec l'endettement. Alors, vous leur dites que l'endettement, c'est le service de la dette, c'est quand même plus de 50 milliards d'euros par an, c'est le deuxième poste budgétaire de l'État. Et tout de suite, ils vous balancent à la figure les Rothschild, et puis les Juifs, ils sont partout. Vous n'en avez pas demandé autant, oui. Mais non, et puis je suis même surpris qu'ils me disent ce genre de choses. Alors, pas tous, mais il y en a quand même qui le disent, comme vous dites. On trouve ça surprenant. C'est ça. Et pour ces sites internet aussi, il va falloir surveiller ça, parce qu'il y a comme une épée de Damoclès qui plane sur le reste, parce que le gouvernement a bien dit que cette victoire a appelé d'autres. C'est-à-dire que maintenant tous les sites un peu dissidents, nationalistes, etc. risquent d'être mis... Et ils avaient d'ailleurs planifié de se dire, on en a déjà un second site en tête. Je me demande si c'est pas Blanche Europe, qui ressemble un peu à la démocratie participative, même si c'est encore autre chose. Plutôt de nouvelle droite. Oui, mais de toute façon, le gouvernement, comme on disait, s'il veut interdire tel ou tel mouvement, tel ou tel site, il va s'en créer d'autres d'une autre manière, et puis il va pouvoir courir après autant qu'il voudra. Je ne pense pas qu'il arrivera à les rattraper tous. Il en rattrapera peut-être quelques-uns, mais pas tous. Bon, très bien pour cette note d'espoir. Et finalement, c'était bien l'actualité qui tournait tout autour des Gilets jaunes, et de la réaction, tout ça, parce que le pacte de Marrakech, même la censure d'Internet, finalement, c'est pour museler un peu les Français. Donc, Et là, c'est extrêmement important, parce que finalement, là, c'est un événement qui cristallise toute la crise de la société européenne, la société occidentale, qui se développe spirituellement depuis plusieurs siècles, et puis après économiquement depuis 30-40 ans, et puis en plus avec la mainmise de la finance internationale qui a commencé dès les années 1913-1915. C'est ce qu'il faut, c'est que les Français saisissent la profondeur de cette crise, en fait, qui n'est pas que économique d'ailleurs. Vous avez dit spirituel, il y a plusieurs éléments, ça c'est évident. Voilà. On récolte un peu les fruits de notre apostasie au passage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc l'événement est extrêmement important. Voilà, c'est pour ça que ça rejoint en gros toutes les analyses que les nationalistes développent depuis des années. Alors il y en a qui disent effectivement des journaux, les nationalistes vont récupérer le mouvement, veulent le récupérer, diffuser leurs idées. Mais en gros, diffuser nos idées, à la limite, les gens les ont déjà de manière potentielle en eux. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Et par contre, reste une certaine autocensure aussi. Une certaine autocensure. Mais ils les ont déjà en eux. Mais ils les ont déjà en eux. Ouais. C'est un petit peu, d'une autre manière, comme disait Le Pen, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. mais il y a un peu de ça. C'est ça, oui. Il y a un peu de ça. Alors maintenant, c'est avec le temps, les choses vont se mettre en place. C'est ça. Après, ce qu'on a à travers le nez, c'est plus le mondialisme que la mondialisation elle-même. Voilà. Qu'il y ait des relations géopolitiques internationales, c'est tout à fait normal. Mais de toute façon, alors un point, la mondialisation, elle existe depuis les caravanes de chameaux et les routes de la soie, dans l'Antiquité. Alors la mondialisation est un fait, ça c'est irréversible. Par contre, la mondialisation mondialiste comme on l'a aujourd'hui, avec la mise en compétitivité de tous les États et la création d'un marché planétaire unique, ça, c'est quelque chose qui ne... On parle d'autre chose là, oui. Là, on parle de toute autre chose. Et alors, tous nos écologistes qui nous parlent de CO2, de ceci et de cela, parce que finalement... Oui, il y a aussi ce sujet-là, c'est vrai, la taxe carbone est liée à, soi-disant, on polluerait tout et tout ça. Mais c'est lié au dogmatisme réchauffiste qui n'est absolument pas prouvé.
Et d'ailleurs, ce qui prouve que, parce que je dis, c'est que c'est une arnaque, que c'est un mensonge, c'est que toute personne qui va à l'encontre de cela est diabolisée, est traitée de menteur, est traitée à la limite d'imbécile, de crétin, de tout ce que... injurié. Les gens doivent comprendre, ça légitime les taxes qui se prennent en plus. Et voilà, c'est ça. On paye notre air, on paye... Voilà, voilà. Donc, à partir d'un dogmatisme politique qui vise effectivement, bon, là j'en fonce une porte ouverte, mais à vouloir créer une gouvernance mondiale, un gouvernement mondial, puisque finalement l'air il passe les frontières, on en arrive à ce système de taxes imbécile. Là, avec la transition énergétique, la trajectoire carbone. Les voitures électriques, la voiture électrique. Tout un, oui. Et en plus, ils ont dit aux gens, dans les 5 ans, les 10 ans à venir, toutes vos voitures, il faut les avoir changées. C'est absurde. C'est pas gratuit, ça, en plus. Et non. Et quand on étudie bien le phénomène de la voiture électrique, les batteries, les piles au lithium et toutes ces choses-là, mais c'est encore bien plus polluant que... Déjà, l'affaire des éoliennes, on en avait parlé dans les précédents entretiens. Oui, voilà. Oui, non, mais là, donc... le problème, aujourd'hui, repose sur un dogmatisme mensonger, en plus. Et ce sujet-là, on le fera sans doute en début d'année prochaine, le réchauffisme, parce qu'on a un dossier de préparé déjà. Voilà, oui. Puis d'ailleurs, dans un prochain militant, j'aborde le sujet. Ah oui, très bien si vous actualisez tout ça. Et puis bon, on va donner justement les coordonnées pour se renseigner sur votre revue que vous présidez. Donc n'hésitez pas déjà à nous suivre sur notre site internet, www.revue-militant.fr. Et pour tout échange, vous pouvez nous contacter via le courriel contact@journal-militant.fr. Et je vais laisser M. Grandillon nous donner les détails pour l'abonnement papier. Alors pour l'abonnement papier, vous avez un abonnement d'essai à 6 mois, 25 €, un abonnement normal à 59 €, de soutien à partir de 160 €. Et pour tout renseignement ou tout abonnement, vous pouvez vous abonner aussi sur le site internet Militant par PayPal, ou alors écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Merci à vous, M. Grandillon. Et puis comme c'est en plein sujet, on invite aussi les gens à lire votre article, les 10 propositions que vous avez faites au mouvement Les Gilets jaunes qui sont diffusées sur différents sites. Donc on peut le trouver assez facilement en tapant votre nom ou alors Gilets jaunes, les 10 propositions de ce genre. Et puis comme ça, au moins, ça permet de structurer un peu plus cette révolte dans un sens authentique, national, pour le bien des Français et des Européens. Parce que de toute façon, maintenant, il faut que le mouvement se structure politiquement. Que ça plaise ou non, mais après, quelle forme ça prendra Quelle forme ça prendra, c'est autre chose. Mais la seule chose, c'est que tôt ou tard, il va y avoir un rendez-vous avec l'histoire pour rétablir la France, et les nationalistes doivent être là. Car ils sont les seuls à pouvoir rétablir la France, dans sa tradition millénaire, et à rétablir la communauté de destin qui date de l'époque de Clovis et peut-être même avant. Merci, M. Grandillon. Je vous remercie, Blandine. Merci, M. Florian.